Alors maintenant, on va passer à notre prochain invité. Ce sera Guillaume, qui joue dans Neptunium, Maximalism, Genitors. Il a joué aussi dans le groupe de grindcore. Il va nous le dire tout de suite. Enfin, welcome, Guillaume. Salut. Voilà. Salut. Alors, ouais, tu es le premier à faire. On a cette émission, donc on enregistre parce que là, on est en train de discuter. On est mardi et vous allez tous voir ça vendredi. Santé. Et comme d'hab, on est vraiment les gros professionnels sur la BXL. Donc, le troisième groupe, c'était avec Vorax dedans. Comment c'est? Vorax Virosus. Vorax Virosus avec à la batterie Lorenzo que tu as déjà eu dans une émission en fait. On avait même fait un doublé avec les deux frères. Ouais. Ouais, qui c'était pas mal. Alors, petite présentation quand même pour ceux qui connaissent pas, pour les gens qui fréquentent jamais les concerts à Bruxelles. Parce que ce soit en tant que musicos ou en tant que venir voir des concerts, on se voit assez régulièrement, que ce soit au magasin 4 ou des trucs comme ça. Bruxelles, c'est une petite famille, on va dire. Alors, Neptunian, comme le groupe qui tourne le plus, je dirais, pour l'instant, ça vient d'où? Parce que personnellement, je ne connaissais pas trop. Pour bien découvrir, j'ai maté le concert du Bota, dont on passera un ou deux extraits. Et il y a eu ça, il y a eu le Roadburn aussi. Yes. Eh ben, il y a eu un chat parmi les chroniqueurs de la BXL après le concert de Neptunium au Roadburn, qui disant j'étais pas prêt, ce truc ça m'a complètement emmené. Enfin, il n'y avait que du positif, quoi. C'était vraiment, tout le monde a pris cette grosse claque dans la gueule, on dirait. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'où vient ce projet complètement hors norme, je trouve. Je suis un fan de Zappa, de Zorn et de gens comme ça, donc voilà peut-être pourquoi je peux apprécier ce genre de projet. Mais ça sort du classique morceau de 2 minutes 30, 3 minutes ou même 6 minutes. D'où ça vient, toutes ces idées? Si tu veux, à l'origine, ça vient plutôt c'est lié à une pratique de l'improvisation que j'avais avec le saxophoniste et certains autres membres de Neptunian et d'autres qui ne sont pas dans Neptunian, parce qu'on faisait un labo d'improvisation au Saint-Géry 2 mardis par mois, chaque mois. Donc c'était vraiment des sessions juste pour nous en fait, pour développer une pratique de l'improvisation libre. Et après, on a commencé à faire une fois un concert à tous les deux avec le Jean-Jacques et moi, saxophone et guitare drone metal. Et ça nous a plu. On s'est dit qu'on allait aller un peu plus loin. Et moi, à un moment donné, j'ai booké une résidence au HC63, qui était les anciens de la Compilothèque, pour ceux qui connaissent. Donc c'était rue de la Seine. Et j'ai booké 3 jours et puis je me suis dit je vais proposer à mon cousin Pierre qui faisait aussi le labo d'impro et avec qui je faisais Axou de venir, et je vais proposer à Sébastien Schmitt de K-Branding de venir, parce qu'il m'avait déjà dit une fois j'aimerais bien faire quelque chose avec vous, j'aime beaucoup Axou, et puis j'avais repensé à lui, et il y a eu on s'est un peu mal compris. Je voulais, je pensais faire venir un jour, et puis l'autre un autre jour, et essayer des choses comme ça, enregistrer, mais sans vraiment d'objectif précis. Et comme ils se sont mal compris, en fait, je me suis retrouvé à dire écoutez, venez tous les deux en même temps, parce que en fait, ils avaient pas, on avait mal calé le truc. Je dis faisons-le avec les 2 batteries en même temps. Donc on a fait ces 2-3 jours de résidence comme ça, puis avec un concert le dernier jour. Et puis de là était né le projet, quoi. Et c'est-à-dire qu'après j'ai récupéré toutes les pistes qu'on avait enregistrées à la maison,
Et pendant 3 mois non-stop, alors vraiment en mode confinement, c'est en 2018. Hein. J'avais déjà testé le confinement, je sortais pas de chez moi pendant 5 jours des fois. J'ai mixé et arrangé le truc à fond la caisse, quoi. Donc, on avait beaucoup de prises en fait, parce que comme c'est de l'impro, des fois c'est des mouvements qui s'étalent sur 1 heure ou 2, des fois plus court, mais parfois ça peut être très long. Donc voilà, j'ai pris tout ça à la maison, j'ai redécoupé, j'ai essayé déjà d'isoler les moments qui me plaisaient le plus, enfin qui me semblaient les plus intéressants, on va dire. Et si tu veux, je voulais faire en sorte que ça aille au-delà d'une simple impro. Alors moi, ce que je me disais, c'est bon voilà, là il y a des bons mouvements, il y a des bonnes impros, mais qu'est-ce qui manque à chaque fois, à chaque mouvement, à telle partie, à telle chanson? Qu'est-ce qui manque pour que ça devienne une chanson en fait, quoi. C'est-à-dire solutionner des fois les moments de flottement, solutionner des fois des liaisons, des mouvements différents, ou des fois, je sais pas, donner plus de dynamique, quoi, accentuer quand un mouvement monte, bah, essayer de donner plus d'ampleur, quoi, en fait, de donner du relief, de donner de la richesse, quoi. Donc voilà, du coup, pendant 3 mois, là où j'avais enregistré, enfin, c'est-à-dire qu'à la résidence, il y avait 2 batteurs, un saxophoniste et moi qui faisais alternativement basse ou guitare. Donc chez moi, du coup, par exemple, si j'avais un morceau où il y avait la guitare, mais qu'il n'y avait pas de basse, bah, chez moi, je me disais, tiens, est-ce que ce morceau a besoin d'une ligne de basse? Donc là, par exemple, j'ajoute une ligne de basse, ou l'inverse. De temps en temps, une deuxième ligne de guitare avec des effets, de temps en temps, des lignes de voix. À d'autres moments, j'ai fait revenir Sébastien avec ses gongs pour lui dire voilà, viens, on va enregistrer. Maintenant, c'est plus précis dans ma tête. Donc, viens, il faudrait qu'on enregistre du gong là, là, ici et là. J'ai fait revenir Jean-Jacques aussi pour un morceau, Conférence of the Stars, là où je lui ai dit écoute, et on a une piste qui est pas mal là, mais je verrai. Alors, on n'a rien fait avec le sax sopranino, c'est-à-dire le tout petit sax assez aigu. Et bah, je verrais bien un truc avec ça ici. Donc, viens, et hop, il m'a fait 30 minutes sur un morceau. Non, 25 minutes, je pense. Ou 15 plutôt. Bon, mais 15 minutes comme ça, euh, premier jet de sax dessus. C'est-à-dire que du coup, voilà, tous les arrangements aussi, j'ai essayé de garder la première prise, le premier jet, pour rester aussi dans cette logique d'improvisation, quoi. C'est-à-dire, avec l'improvisation, tu sais pas ce que tu vas faire à l'avance, ça advient sur le terrain. Le but, c'est voilà, de se prendre un peu soi-même, etc. Et donc voilà, du coup, les arrangements, pareil, je les faisais le plus possible dans cette optique-là, évitant de trop refaire les passages, parce qu'il fallait que ça reste spontané, quoi. Et à l'issue de ça, bah, voilà, j'ai recontacté les autres, on a un petit peu écouté tout ça, et il y avait beaucoup. Donc je pensais scinder le truc en 3 albums. Enfin, c'est ce que je leur proposais, quoi, parce que bon, enfin, littéralement, ça rentrait pas sur une plaque tout d'un coup. Et puis, il y avait un peu des chansons enfin, des groupes de chansons, quoi, qui constituaient une cohérence d'un côté, puis d'autres groupes qui constituaient une autre cohérence. Donc voilà, 3 albums, To the Moon, To the Earth, To the Sun. Et puis bon, bah, voilà, au fil des démarches pour trouver un label, il y en a un qui a proposé de sortir les 3 d'un coup. Et j'étais un petit peu, waouh, putain, j'avais pas pensé ça comme ça. Moi, je me dis, cool, on a du matériel pour étaler un peu les sorties sur je sais pas, peut-être 2 ans ou 3. Enfin, c'est intéressant de se dire que tu as du matos d'avance, quoi, de près, pour déjà constituer une chronologie de sortie. Je dis, ah putain, ok, bazarder tout le truc d'un coup, il y a intérêt que ça marche, quoi, parce qu'après, sinon, on n'a plus rien en stock derrière. Et voilà, et puis finalement, je pense bah, que c'était le meilleur pari que Luciano d'Ivo Weidinger ait fait, parce que dans la réception de l'album, il y a eu le fait que ce soit quelque chose quand même d'assez trip album, assez dense, assez long, à participer quand même à l'impact. Et finalement, j'aime bien comme ça, parce que c'est devenu comme ça, parce que vu que ça dure 2h10, c'est un peu comme, ouais, comme regarder un film ou quoi. Enfin, ça peut être abordé, vu que la musique est déjà assez indigeste, de prime abord et pas facile d'accès, le fait que ça puisse être abordé un peu comme un long métrage, je trouve finalement ça reste intéressant, quoi. Moi, Et j'ai voilà, et là,
c'était prêt tout pour la sortie. Dans un style différent musicalement, mais avec une Oui, je approche t'écoute. qui... J'ai pensé à Praxis, en fait. Je ne sais pas si tu connais Praxis. Non, non. C'est en train de me dire quelque chose, mais non. C'est un groupe avec John Zorn, Bill Lawsell, Ah, Buckethead. oui, Et oui, si, c'est Jean-Jacques qui m'en parle. ils ont C'est un sûr. album, il y a Bootsy Collins aussi dessus. Ah ouais. Donc, tu vois, au niveau des musicos, et ils ont une mutation, ils ont le mutation live à Montreux en 4 mouvements, en fait. C'est là que ça m'a fait penser un Ah, peu. Je crois que ça dure 1h20 ou un truc pareil. Mais, c'est, mais euh, pour moi, ça s'écoute du début à la fin. ouais. Je le dis souvent sur la BXL. Je crois que c'est parce que je suis un vieux con que j'ai l'habitude des vinyles. Ben pour moi, un disque, ça s'écoute en entièreté d'une face à l'autre. La génération, une chanson sur les iPods et compagnie, enfin on dit plus iPod maintenant, je sais plus c'est quoi. Euh, ça me fait un peu chier, quoi. Parce que je trouve qu'un album s'écoute dans son entièreté. J'ai jamais écouté comme ça une chanson d'un groupe, quoi. Assez clair, quoi. Pour moi, c'est toujours un album. Si c'est pas la discographie, parce que tu sais, des fois, quand je travaille devant mon ordi ou devant une planche de dessin, c'est carrément la discographie d'un groupe, quoi. Je veux dire, ouais, j'aime bien comme ça te plonger dans un univers à fond, comme quand tu te plonges dans un film et tu es parti pour un moment, et puis bon, ben, voilà, clair. Et Ça, c'est sûr. pour ça, j'ai déjà vu sur les photos, tu es aussi un peu un collectionneur où tu joues d'instruments, on va dire, qui vont être vraiment peu courants, si je me souviens bien. Parce que j'avais vu certains trucs. Ouais, ouais, au fur et à mesure du temps, ça s'est fait. Bah, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à 6 ans comme trompettiste à l'école de musique, donc bon bah du coup dans la scène métal c'est déjà pas commun. Donc bon des fois tu sais ça arrive souvent dans la scène métal que t'as des mecs d'ailleurs qui ont appris un instrument comme ça moins attendu. Donc ça a commencé à la trompette, puis après avec la guitare électrique. Je me suis fait virer à la fin de la première année des cours parce que je foutais rien et que le mec il me faisait faire. Bah, j'adorais le prof, mais je veux dire, il me faisait faire des balades des Beatles et moi je voulais faire la guitare électrique pour foutre de la distorsion dessus, quoi, pour faire des balades chiantes, quoi. Et donc je me suis fait virer. Donc après j'ai fait des cours de basse. J'ai fait 4 ans dans une batucada afro-cubaine au Congas. Donc c'est la musique de capoeira et de fêtes dans les rues, quoi, de carnaval presque. Euh, et puis pas mal d'autres choses à côté. Donc ouais, ça c'est quand je vivais dans le sud de la France. Donc ouais, je suis venu avec déjà un peu ce bagage issu du brass band, les peñas. Enfin les peñas, c'est les orchestres des villages chez moi, tu vois, là où quand il y a les taureaux, les fêtes de village avec les taureaux et tout, comme tu peux avoir au Pays Basque. Moi, je viens de la Camargue, quoi, donc c'est un peu voilà cet esprit. Donc, du coup, je viens de ça, les cuivres dans les fanfares et la musique afro-cubaine de la batucada, quoi. Donc, du coup, déjà, on comprend un peu mieux le truc dans Neptunian parce qu'il y a tout ce côté tribal, il y a quand même un côté limite fanfare, quoi, avec une grosse présence des cuivres. Et puis bon, après, finalement, maintenant, même quand je fais du drone, même du drone métal, ce que j'aime bien, même dans le Doom, c'est que des fois, je trouve, on dirait que ça sonne presque comme une fanfare, quoi. Si tu vas, je sais pas si tu veux un concert d'Electric Wizard et que tu te concentres sur le son des guitares, quoi, le chorus des guitares et de la basse, ben, je sais pas, quand tu réfléchis bien, ça ressemble presque à un timbre d'un orchestre de fanfare, en fait, qui joue tous une même note, enfin, des power chords, quoi, donc une fondamentale, la quinte et l'octave, quoi. Et, ouais, du coup, c'est ça que j'aime bien, en fait, avec le drone aussi, il y a ce côté un peu. On trouve Euh, ça énormément, je trouve, à Bruxelles pour l'instant. Drake Bruxelles est un peu un nid avec, que ce soit DA, trucs comme ça. Vous êtes tous, il y a cette, je dirais, ce nombre de musicos
qui sont pas, je dirais, les enfants de Zappa ou de Patton, des gens qui ne veulent pas se limiter à un seul truc. Bon, je suis un gros fan de Zappa, donc parce que ce mec, je veux dire, ces reprises qu'il a, quand il reprenait le Starway to Heaven avec une touche reggae, pour moi, c'est de la folie, quoi. Et Patton, pas besoin de parler, je crois que tout le monde sait qu'il peut toucher à 40 styles différents et ça sonne. Et je retrouve ça avec. Bon, j'ai écouté ce que Dé a fait au piano il n'y a pas longtemps, une impro de 30 minutes. Waouh! Est-ce qu'on fait au début, le concert commence avec un truc de voix a cappella? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est petit à petit, ça emmène vraiment dans. Je ne sais pas ce que vous avez joué, si c'était des extraits des 3 albums ou c'était seulement un seau truc au Bota. Au concert, donc pour le Bota et le Rodburn, en fait, c'était toute la grosse première partie. C'est une réinterprétation de To the Moon, donc qui est un des 3 chapitres de l'album qu'on a sorti, Léon. Et ensuite, c'est suivi d'une chanson assez longue qui est un peu doom épique au début et qui termine en space rock. Celle-là, elle vient d'un premier EP qu'on avait sorti, Conference of the Stars. Et celle-là, on l'a joué déjà l'année dernière au magasin 4. Bon, bien que ça évolue, parce que vu qu'il y a une bonne part d'impro et de liberté qui est donnée à peu près à tous les musiciens, voilà, bon, franchement, ça évolue concert après concert, quoi. On se laisse la liberté de ne pas refaire forcément 2 fois la même chose exactement. Et voilà. Et puis ça se clôturait par une improvisation sur le raga marwa, qui est, enfin, ça je peux en parler après, mais c'est dans la musique indienne, donc c'est un raga indien du matin. Voilà. Et ouais, c'est pour le concert. Et pour le futur, donc je veux dire, je suppose que vous avez déjà recommencé, enfin, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'idée pour des nouveaux trucs. Donc, est-ce que ça ne sera pas difficile si vous commencez, par exemple, vous faites un nouvel album et qu'il va y avoir le live, de continuer à jouer les morceaux des premiers albums, vu que, en général, enfin moi, dans ce que j'ai entendu, c'est vraiment un mouvement qui est uniforme, avec plein de changements, mais je trouve que le tout va bien. C'est pas facile à ce moment-là, peut-être, de revenir avec des morceaux beaucoup plus vieux. Ou ça, tu t'en fous. Dis-moi, je vais jouer ce que j'ai envie maintenant, et voilà. Ouais. Non, on s'en fout un peu dans le sens. Enfin, on s'en fout. On va pas se mentir. Bon, là, on a bossé énormément pour pondre ce nouveau set, parce qu'on a dû faire ça en 3 mois intenses et tout. Avec le Covid en plus, c'était un peu galère quand même. Hein. Donc, du coup, bon, voilà, ce nouveau set mérite d'être un petit peu exploité, ne serait-ce que quelques fois en conditions réelles, enfin, je veux dire, avec un vrai public, parce qu'il y a du potentiel, quoi, et qu'il est chouette. Donc on va un petit peu encore l'utiliser. Mais sinon, ouais, non, nous, dans le principe, on se fiche un peu dans l'absolu où jusqu'à présent, on faisait certains lives où on savait même pas ce qu'on allait jouer avant de monter sur scène, quoi. On faisait de la pure improvisation, genre ce qu'on a fait au magasin 4 en 2018. C'était après The Cure. Enfin voilà, là, ce concert, voilà, on n'avait rien prévu de spécial à jouer, quoi. C'était juste, on y va et on verra bien ce qui sort. Et donc ça, c'est une dimension quand même qu'on n'a pas décidé d'abandonner non plus. Donc pour le futur, ce qui va plus se passer, hormis le fait d'exploiter un petit peu ce nouveau set, à côté, nous, on va remettre en place des labos d'improvisation, parce que, bon voilà, depuis que le line-up est passé de 4, à l'époque on était tous improvisateurs, à 9 membres, maintenant il y en a qui viennent pas du milieu de l'improvisation. Et si tu veux, nous, au moins avec Jean-Jacques et Didier, parce que Didier, c'est aussi un vieux de l'improvisation, en gros, voilà, on aimerait quand même les former, les initier un petit peu plus à cette pratique-là, parce que bon, c'est vraiment des modalités différentes, quoi.
Bah, par exemple, l'introduction vocale dont tu parlais, là, qui t'a un peu surprise, bah, ça, par exemple, c'est un exercice qu'on fait avant chaque session d'improvisation en général. C'est notre exercice, quoi, qui s'appelle Sustain. Voilà, qui consiste juste à s'isoler dans une bulle et à faire un son sur toute la durée d'une expiration. Et quelque part, ça permet aussi de se recentrer, de faire baisser le stress, mais ça permet aussi de se mettre en condition. Ça permet de commencer à écouter les autres, de commencer à écouter l'espace, la pièce. Voilà, ça permet de faire le vide, quoi, et de se placer. Et puis, au bout d'un moment, on commence à interagir les uns les autres, et puis on reprend nos postes, et là, on commence à improviser. Donc là, c'est déjà un exercice qu'on faisait à chaque fois, avant chaque session. Donc voilà, c'est pour le futur, du coup, les former donc plus à l'improvisation, pour qu'on puisse à un moment donné réenvisager soit d'aller sur scène et de dire ok, aujourd'hui on ne sait pas ce qu'on va faire, on verra bien ce qui sort, genre voilà, mise en danger totale, ou soit aller en studio et dire bah voilà, en fait si on veut enregistrer du nouveau matériel, bah, on aimerait que ça reste en fait le fruit de l'improvisation libre, quoi. Même si c'est un point de départ et qu'après il y a les arrangements, il faut quand même que le corps, quoi, que le noyau dur, ça reste cette pratique de l'impro. Donc voilà. Et alors du coup, pour répondre plus concrètement à la question, c'est que nous globalement, ce qu'on essaie de faire et que j'essayais déjà de faire à l'époque avec Axou, avec mon cousin, c'est de se dire que moi j'aimerais un monde où on peut imaginer adapter le discours musical à l'endroit où on va être destiné à le donner, quoi. Alors, c'est-à-dire, si tu joues dans un café, c'est pas pareil que si tu joues dans une moyenne salle, c'est pas pareil que si tu joues dans un concert hall ou si tu joues dans une église désaffectée ou que si tu joues dans un bois ou un festival. Et nous, ce qu'on aimerait, en fait, c'est continuer à faire un peu du sur-mesure, entre guillemets. Peut-être pas du sur-mesure, mais à faire, à imaginer à chaque fois quelque chose de spécial pour l'endroit, pour la circonstance, quoi. Et bon, là, du coup, l'improvisation, ça nous est déjà d'une grande aide parce que le seul moyen d'y répondre, finalement, c'est d'être là, à l'instant présent, là où on est, à l'endroit, et de le sentir et de vibrer avec. Mais après, sinon, ça peut être prémédité par exemple, si on est amené à jouer dans un espace hautement réverbérant comme, mettons, une église, ben, on va peut-être décider de jouer plus sur l'aspect drone ou sur un aspect plus expérimental en fait de la musique, parce que ça va mieux fonctionner avec le taux de réverbération, avec l'acoustique du lieu, quoi. Et inversement, quand on se trouve sur une scène comme on a eu au Rodburn ou au Bota, où là du coup on peut avoir une précision au niveau du rendu sonore, une précision dans les batteries, une précision, voilà, ça se prête assez bien finalement au jeu percussif, parce que ça bouge plus, ça donne plus, enfin pour le public aussi déjà c'est chouette, quoi, parce que c'est plus trans, plus tribal, et ouais, voilà, quoi. Enfin, je pense que tu as compris un peu l'idée. Donc ça voilà, ça c'est un peu l'idée comment on fonctionne. Est-ce que vous enregistrez tous vos concerts ou... Parce que ça me fait penser un peu je parlais de Zappa parce que je suis un grand fan. Zappa enregistrait tous ses concerts. D'ailleurs, en dessous de sa maison, il avait un genre de bunker, un peu comme une cave à vin, mais avec tous ses recordings. Et bon, moi, j'avais une fois discuté avec son fils que j'ai rencontré au Dynamo, et il disait qu'il pouvait sortir un album live tous les jours pendant encore 50 ans de son père. Parce que, et en fait, 2 concerts, 2 jours de suite étaient totalement différents parce que Zappa avait un peu ce genre d'approche de l'impro. Maintenant, ça ne va pas encore le Grateful Dead. Je ne sais pas si tu connais un peu le Grateful Dead. Ouais. Bon, moi, j'ai eu le bol de pouvoir tourner avec eux, enfin, le groupe qui faisait la première partie du Grateful Dead, je t'ai redit, et en discutant, en disant, mais putain, vos impros, comment vous faites? Jerry Garcia me dit, écoute, en 70, 71, on a fait un jour un concert de 4 heures, on n'a joué qu'un morceau. Oui, c'est génial. Bah, c'est super, ça, j'adore. Ok. Et Grateful Dead, son plus long concert, je crois que c'est 7h30 ou 8h. Mais il faut dire qu'il y avait énormément de LSD aussi dans le côté Grateful Dead. Mais je me demande comment ils arrivaient à jouer en LSD d'ailleurs. Parce que. Ouais. Ouais.
J'aimerais bien Voilà. essayer une fois, pour être Et il honnête. jouait bien en plus. J'aimerais bien essayer une fois, mais commencer petit, mais pour voir, ça c'est clair. Moi après, quand je fais quand je faisais tout ce qui était recording à la maison, les arrangements et tout, moi c'était beaucoup d'herbe, beaucoup d'herbe, mais enfin beaucoup. En tout cas, bien étalé sur toute la durée du truc. Bon, maintenant un peu moins, mais ça peut encore, mais ouais. Mais sinon, pour répondre à ta première question, oui, on enregistre quasiment tous les concerts, même les répètes et tout. Parce que finalement, quand tu fais de l'impro, bon, bah, c'est du spontané, c'est pas de l'écriture, c'est pas de la composition. Donc le seul recul que tu peux avoir sur ton travail, c'est de l'avoir enregistré. Donc on enregistre franchement toutes les répètes et tous les concerts. Après, des fois, la qualité peut varier, donc voilà, utiliser ce matériel, ça bouge. Mais finalement, même avec un petit enregistreur portable, j'ai quand même commencé à acquérir, on va dire, des bonnes petites habitudes ou placer pour avoir un truc, voilà, je commence un peu à m'y retrouver, donc pour avoir quelque chose qui tient un peu la route. Et ouais. Là, il y a même un autre projet, un side project de Neptunian, enfin, avec 4 membres de Neptunian et un membre de Kubiak, Renault, quoi, avec Philippe. Là, ce truc qu'on va sortir, qui est un peu dans la veine de Neptunian, mais avec le côté métal drone en moins, quoi. Enfin, il n'y a pas de guitare, du coup, j'ai enlevé la guitare. Mais lui, il a la basse tout, mais c'est beaucoup plus tribal et beaucoup plus free jazz et vaudou. Enfin bref, voilà, du coup, ce truc, bah, on a enregistré pareil, quoi. Répète et un petit concert, et c'est ça qu'on va sortir, parce que finalement, une fois bien remixé, une fois bien masterisé, arrangé, ça va, ça tient. Enfin, c'est-à-dire que finalement, avec la musique improvisée, si tu veux, je reste aussi attaché un peu au truc jazz, quoi, où tu venais à l'époque avec un bon couple de micros stéréo, et c'est tout. Et c'est comme ça que tu t'es enregistré un groupe, quoi. C'était avec un couple stéréo dans la pièce, bien positionné, et le jazz, en grande partie, c'était comme ça, et ça marche, quoi. Alors, on peut faire des albums studio avec un truc un peu plus propre, ce qu'on est en train d'essayer, en fait, pour voir ce que ça apporterait à notre musique. On a le live du Roadburn qui va sortir, et puis il y a celui du Bota, où pareil, on a, voilà, ces deux lives, on a un truc, chaque instrument est repris, quoi, donc on a une netteté qu'on n'a pas l'habitude, nous, d'avoir, qui est très agréable. Euh, mais j'aime aussi le côté un peu sauvage d'une prise stéréo, et voilà. Et donc ouais, on a pas mal de matos qui, effectivement, pourraient. Avec l'enregistrement, est-ce que parfois, quand on joue, on se perd dans l'intensité, on va dire, de ce qu'on joue, et qu'après, tu réécoutes parce que tu sais plus exactement ce qui s'est passé à certains moments, et quand tu le réécoutes, tu te dis, tiens, on est parti comme ça. Est-ce que tu as parfois ce truc, ou alors, après le concert, tu sais exactement partout tout ce que tu as fait? Non, j'ai exactement ce truc-là dont tu parles, quoi. C'est-à-dire que très souvent, ça arrive que tu crois que ça a été vraiment la cata, et puis en fait, quand tu réécoutes, tu fais ah merde, en fait, ben non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que ce qui se passe le plus souvent, la difficulté d'improviser quand on est nombreux, c'est la difficulté en fait, c'est de bien entendre tout le monde en fait, quoi. Parce que s'il y en a un qui est loin, ou si c'est sur une scène et que tu l'as pas assez dans ton retour ou je ne sais quoi, tu n'as pas conscience de ce qu'il fait. Bon bah du coup, pendant que tu joues le concert, je sais pas quoi, c'est comme si tu regardais le film en fermant un œil, quoi. Donc t'as pas tous les éléments, quoi, ou en enlevant des couleurs. Donc tu te dis putain bah merde, il m'a semblé quand même que c'était plat par endroits, que ça se cherchait. Il y a des moments, on aurait dit, enfin voilà. Et puis après quand tu réécoutes, bah tu t'aperçois, bah non en fait, il y a lui là où je croyais qu'il y avait rien, bah lui en fait il y est, quoi. Et donc ouais, clairement. Clairement, les impressions sont très variables entre ce que tu ressens sur l'instant présent et ce que tu écoutes pas après. Tu Ouais. parlais de pouvoir adapter des concerts à des lieux
tu pourrais choisir un endroit au monde, celui que tu veux, pour faire un concert. Euh, On s'est dit l'autre fois pour rire, ça serait magnifique d'aller à Pompéi, là où Pink Floyd ont été, juste pour le tricks, quoi. Mais, non, en ce moment, je me dis que s'il y avait un endroit dans le monde où j'aimerais aller jouer, c'est devant les volcans en éruption en Islande. Parce que là, tu peux difficilement faire plus connecté aux forces de la nature et dans une ambiance en même temps cataclysmique. Mais sinon, bon, je suis hyper fasciné par les civilisations antiques. Bon, ça vient aussi peut-être du fait que j'ai fait 7 ans d'architecture. Donc, ouais, sinon, ça aurait été probablement devant un temple en Égypte ou en Amérique latine ou quelque chose dans le genre, quoi. De prime abord, ça doit être ça. Mais là, dernièrement, je me suis dit, putain, les volcans, c'est l'endroit où il faut aller maintenant, quoi, parce ils viennent juste de repartir en éruption. C'est des geysers de magma, c'est parfait, quoi. Une question que je pose à tout le monde. La DeLorean, tu vois, la DeLorean de Retour vers le futur s'arrête devant toi et tu peux aller voir l'artiste que tu veux, que ça soit de Mozart en train de diriger la flûte enchantée, jusque Bon Scott, Freddie Mercury, ou un concert que tu as simplement raté avec des mecs bien vivants. Hein. Ouais. Ah, ouais. Tu peux avoir plusieurs réponses, mais qu'est-ce que tu irais voir? Bah, déjà, je pense John Coltrane, une fois, au moins, quand même, il faudrait. Euh, ouais, John Coltrane, c'est sûr. Qui c'est que j'ai pas eu ouais, peut-être Motorhead une fois quand même, parce que merde, je les ai jamais vus, quoi. C'est nécessaire. Ouais, obligé. Bon, peut-être Pink Floyd à la grande époque. À Pompéi, peut-être? Ah, voilà, exactement. Ouais, ça, c'est clair. Ben, ouais, peut-être Black Sabbath à la grande époque aussi, quoi. En fait, en vrai. Parce que rester sur des concerts comme ça ouais. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bon, des classiques, quoi, mais ouais, c'est ça qu'on veut voir, quoi, à un moment donné. Ouais. Bon, sinon, il y aurait des musiciens de la musique indienne, quoi. Ouais, peut-être Ravi Shankar ou quoi, mais en même temps, enfin, j'écoute beaucoup d'autres musiciens dans la musique classique indienne et ouais, il y en a énormément qui me plaisent tout autant que lui, donc. Mais oui, lui aussi. J'ai un des mecs avec qui j'ai bossé sur les Blues Travelers qui a tourné, qui était le road personnel de Ravi Shankar. Wow. Et j'ai dit comment ça va, il est pas. Non, le mec, c'est un amour. Ouais. Vraiment quelqu'un de très très chouette à tourner, à bosser avec, très facile à bosser avec. Ah, c'est cool. Bah, tu sais, ils sont. Enfin, peut-être pas le cas de tous, mais cette musique va de pair avec une philosophie de vie quand même. Donc, il peut y avoir de l'orgueil aussi chez certains, parce que ce sont des maîtres, ils sont considérés là-bas comme chez nous des grands de la musique classique en Europe. Mais bon, quand même, il y a une certaine philosophie. Ouais. Et le rapport, enfin, une certaine modestie aussi dans les infrastructures dans lesquelles les mecs ils travaillent. Quand tu vois, quand ils forment des élèves, bon, voilà, c'est très modeste par rapport à ce que nous on connaît en Europe. Donc bon, ça forge aussi un peu. Tu gardes les pieds sur terre en quelque sorte, quoi. Je crois que ça fait longtemps qu'il est aux États-Unis. Il est très, enfin, la plupart du temps, il était aux États-Unis, je pense. Oui. Je pense que c'est peut-être le musicien indien par excellence qui a été le plus en dehors de son pays au final. C'est un peu depuis l'avènement de la musique enregistrée, du format physique, depuis la colonisation aussi de l'Inde par l'Angleterre, je pense que c'est lui qui a été littéralement la star, la porte d'entrée en fait pour les Occidentaux avec la musique indienne, quoi. C'est pour ça que je l'aime bien parce que c'est un excellent musicien. Et en même temps, c'est pas celui qui m'intéresse nécessairement le plus dans le sens où
il y a quand même cette aura un peu, je sais pas comment dire, pas star, mais enfin, voilà quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu la première porte, quoi. C'est le nom auquel, si on parle musique indienne, bon, bah, tout le monde va avoir en bouche, ouais, Ravi Shankar, on a tous entendu ce nom, quoi. En fait, derrière, il y en a plein d'autres, quoi, en ce moment, qui font des choses incroyables. Mais bon, il est important. Et surtout aussi parce qu'il a été un des deux grands réformateurs de l'instrument lui-même. C'est-à-dire que le sitar, bon, c'est un instrument quand même assez ancestral, médiéval. Et voilà, récemment dans l'histoire, il y a c'est Ravi Shankar et Ustad Vilayat Khan. Et Ravi Shankar, voilà, il a ajouté une corde basse sur le sitar qu'on n'avait pas vraiment avant. Donc, on peut avoir vraiment une tonique qui descend une octave en dessous. Et il a rajouté, enfin, la façon, deux cordes sympathiques aussi. Donc, bon, voilà, il a littéralement fait évoluer l'instrument lui-même. Et ça, quand même, c'était intéressant, quoi. Il allait loin dans son processus. Mais bon, beaucoup d'autres musiciens, en fait, là-bas le font, ça aussi, parce que c'est une culture là-bas de l'instrument où je sais pas comment dire, mais c'est pas comme ton instrument, tu le fais sur mesure, mais déjà la musique veut que, en fonction de tel ou tel raga que tu vas faire, tu vas complètement changer l'accordage de l'instrument en rapport à ce raga. C'est comme si toi, à chaque fois que tu jouais une nouvelle gamme avec ta guitare, eh ben, tu changes carrément l'accordage de la guitare. Sauf qu'au lieu d'avoir 6 cordes, il y en a 21. Et tu bouges même les frettes, parce que les frettes sont amovibles. Donc selon les demi-tons que tu vas aller chercher dans la gamme qui est liée au raga que tu vas bouger certaines frettes pour aller chercher, parce que c'est pas tout symétrique. Donc voilà, pour dire, il y a déjà quand même une culture de l'appropriation de l'instrument, et souvent les grands maîtres viennent de familles où déjà les grands-parents avaient fait évoluer l'instrument. Voilà, c'est quand même, ça s'inclut quand même dans une certaine logique. Voilà. Mais ouais, voilà, je peux aller le voir. On parlait d'instruments. De combien d'instruments tu joues, toi? J'ai jamais compté, mais écoute, c'est principalement la guitare, le chant, même si en vrai je ne me définis pas vraiment comme un chanteur, la basse, bah, la trompette. Alors maintenant, je fais de la flûte, mais je me considère pas vraiment comme un flûtiste. C'est un peu au même titre que le chant, en fait. Et le sitar, ça, j'essaie de commencer à me considérer comme un sitariste, mais enfin, franchement, j'ai beaucoup de chemin à faire, quoi. C'est un instrument très compliqué, avec un apprentissage extrêmement rude voilà. Ça, je bosse beaucoup, donc là, je me considère un peu plus comme sitariste parce que je fais vraiment un travail de fond avec ça. Euh, bah, Bah ouais, les percussions, quoi, parce que j'ai fait quand même les congas pendant longtemps dans une batucada à l'école de musique. Et du coup, je suis assez à l'aise avec tout type de percussion. Bon, un peu de batterie, mais vite fait. Enfin, du coup, j'ai plus les notions avec la percussion. Maintenant, la batterie, c'est encore autre chose. Euh, Après, si tu veux, c'est un peu du touche-à-tout, quoi. Alors, je découvre les gongs en ce moment. Bon, tu me diras, de prime abord, il faut pas avoir fait 10 ans de musique pour taper sur un gong, mais mine de rien, sur un gong, il y a des fréquences à aller chercher, il y a des façons de le taper, selon où, comment, et on peut aussi, avec des balles rugueuses, faire des choses, donc ouais, j'apprends. Euh, Bon, je crois que c'est à peu près tout, quoi. Grosso modo, voilà, c'est l'ensemble. Bon, ça va, quoi. Après, quand j'étais ado, je faisais même, je mixais du speedcore, de la tribe, du hard tech, hardcore, quoi. J'ai même eu une phase comme ça, j'avais acheté des platines et je mixais du son de rave party, quoi. Là, j'adorais quand j'étais gamin. C'était dans le sud de la France. On écoute. En France, il y a un mec au niveau instrument, bon, il vient du milieu punk, c'est François Hadji. Hadji Lazaro qui jouait dans les Garçons Bouchers, dans Pigalle, tout gros, chauve, qui joue 34-35 instruments, dont les trois quarts sont des instruments disparus, en fait. Non. Et ouais, il adore tous ces vieux instruments. Bon, il a restauré des viols et des trucs pareils. Et il adapte tout ça avec. Maintenant, il joue une musique beaucoup plus.
on va dire, c'est pas du cabaret, c'est un peu de la musique de rue, mais avec tous ces vieilles sonorités, ça sonne pas mal du tout, honnêtement. Ouais. Euh, Ouais, c'est les vieux instruments commencent à me passionner beaucoup. Parce que du coup, ça va de pair avec une fascination bah, pour les cultures antiques, avec une fascination pour l'archéologie, la paléontologie, avec l'histoire de nos ancêtres, quoi, enfin des premiers hommes, des cavernes et tout. Donc, c'est vrai que je me suis un peu à un moment donné beaucoup plus intéressé. Vu que je m'intéressais à ça pour mon mémoire en histoire, aux beaux-arts, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux instruments. Mais bon, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de toucher ce qu'on peut dire des vrais vieux instruments, quoi. Hormis le sitar, finalement, c'est l'instrument le plus ancestral, quoi, que je fasse, c'est le sitar. Mais après, j'ai pas beaucoup eu l'occasion parce que bon, c'est des instruments parfois difficiles d'accès. Après, faut apprendre aussi comment on les entretient, etc. Et bon, ça va aussi parfois de pair avec un enseignement. puis Académique assez haut niveau, quoi. Et c'est cher, oui, voilà. c'est très Mais cher. petit à petit, ça vient. Puisque les gongs aussi sont des instruments quand même très ancestraux. Ce qui me passionne le plus en ce moment, c'est la musique gamelan, qui est la musique de Bali, en Indonésie, qui est, bah, pour le résumer assez simplement, Bali, c'est à la croisée entre l'Inde et la Chine. Donc culturellement et musicalement, bah, c'est ça. Et finalement, les orchestres gamelans, c'est avec ouais, sauf si tu connais déjà, mais avec beaucoup de gongs, le gamelan vient des gamelles, donc en fait c'est littéralement comme des espèces de cocottes quoi, en bronze, bon, bah, forgées pour devenir des instruments depuis, hein, avec un téton comme ça. C'est comme des gongs avec un téton, ce qui fait un focus sur la note en fait. C'est moins diffus, mais c'est plus la note est beaucoup plus marquée. Et du coup, ça c'est des orchestres percussifs, mais qui font de la mélodie en fait. Et il y a des petites flûtes aussi dedans et tout ça. Et voilà, ça me plaît beaucoup, quoi. Donc ouais, c'est le genre de truc que j'aimerais vraiment, vraiment toucher dans le futur, quoi. Euh, Quand tout va être ouvert, quel est le premier truc que tu vas faire? Tu vois, on a déjà prévu d'aller s'en jeter une au Verskuren, ça c'est certain. Et j'avoue, le premier truc que je vais aller à Radio Kiosque, là, mixer samedi. Enfin, je considère que samedi, avec la réouverture des terrasses, c'est un petit peu le début de la fin. Donc, voilà, j'allais mixer là-bas, et puis comme ça, on va s'en jeter quelques-uns. Et ouais, je crois qu'on va C'est où faire au Parc Royal, le petit kiosque radio. Euh, à quelle heure tu vas mixer? Parce qu'on va en parler. À quelle heure tu euh, vas mixer? Midi. ouais, voilà, une petite session d'1 heure. Et ouais, voilà, bah, ça sera la première idée. Et puis après, on avait un peu prévu d'écumer les terrasses, pour autant qu'il fasse beau. Parce que là, la météo, je suis pas trop sûr en fait. C'est un peu. Je te cache pas Samedi d'ailleurs 20, que j'en ai un peu marre. samedi 20 degrés, dimanche 25. Ah, Donc moi dimanche, il va vraiment faire beau. j'ai vu que dimanche il faisait chaud. Ouais, samedi, ouais, c'est à 19. Moi j'ai vu, mais enfin, ouais, 20. Mais moche quoi, avec de la pluie et tout. Mais bon, après il fait chaud quoi. C'est déjà ça. Et donc Donc ouais, ouais, je me j'attends que dis. les discours soient ouverts réellement pour retourner mixer à la Porte Noire, où je fais mes DJ Ouais, sets tous les mois. ah non, je suis le premier truc qu'on a en tête, c'est simple, c'est aller se mettre une bonne grosse murge, C'est voir les potes. tout des terrasses, et voir les potes et tout, un bon coup quoi. Et puis bon, le jour où les concerts reprennent, pareil, hein, là ça va être le festival, mais à Bruxelles quoi. Mais Mais c'est ça qui est ouais, bien. un bon coup. C'est une soirée ou une journée que tu ne sais pas comment elle va se terminer. Parce Ouais, que ouais, maintenant, tu sais exactement comment toutes tes journées sont. Voilà. Moi, mes semaines, c'est le boulot, c'est BXL TV, voilà, ce vendredi soir. Bien qu'on est mardi, mais ça passera vendredi. Et ça sera sur YouTube, je t'enverrai les liens. yes. Et on mettra les liens des groupes et tout ça. Concernant Neptunium, ceux qui veulent acheter, ça existe sous quel format?
Alors c'est un peu coupé, mais je pense que j'ai compris. Pour Neptunian, il existe en vinyle, on n'a plus de CD, en cassette. Je ne les ai pas encore remis en vente. Moi, j'attendais le nouveau batch de vinyle pour le faire dans la foulée. Et le nouveau qui arrive en vinyle avec un DVD dedans. Ouais. Voilà. Ah, ça. Vinyle. Voilà. Et le DVD, c'est le concert au magasin 4 qu'on a fait en mars de l'année passée, 2 jours avant le lockdown. Quoi. Ah, mais j'y étais. Eh oui. Ah non, ouais, si, j'ai fait 2 jours de suite. Parce que j'avais mixé le Avec, dernier jour avant le lockdown. C'était Richie Ramone qui jouait le ouais, lendemain. c'est ça. Et on a joué la veille, ou l'avant-veille, le soir avec, merde, Ovo, Ouais, ben, je crois que les j'étais là Italiens. ce soir. Ouais. Voilà. Bah, du coup, c'est ça, on l'a filmé, on le sort. Mais genre, bon, le son c'est cool et filmé, je veux dire, on a plusieurs plans. Et j'ai fait un montage ultra psychédélique avec notamment aussi des images qui sont projetées en arrière, enfin tout incrusté. Donc ça devient presque comme une espèce de clip vidéo live, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas juste bêtement le concert. Voilà. Donc c'est un objet rigolo en soi à mater, quoi. Et pour trouver les albums, c'est pas sur Bandcamp, parce que là, c'est uniquement le digital. J'ai tout sur Bandcamp. Ouais, Ah, il y a tout sur Bandcamp. Et je conseille plus d'aller là parce que c'est la qualité audio, l'interface et le respect des artistes, Bandcamp, c'est bien. c'est là que tu sais commander les vinyles aussi? Ouais, ouais. La plupart du temps, en tout cas, pour nous, de la main à la main, quoi, moi je les mets en vente sur Bandcamp. Voilà. Ils prennent une très petite commission Bandcamp, donc ça va, c'est honnête, quoi, c'est génial. Étant collectionneur de vinyles, c'est pour ça que je demandais. Donc, voilà, on a parlé, je pense qu'on a fait un peu le tour. Bien. Tu joues aussi dans Jenny Torse, donc on passera un morceau de Jenny Torse un peu plus tard. C'est un morceau qui s'appelle The Sun is Low et la vidéo était réalisée par les Shaitan Corps. Ah oui, oui. Julie, Lou, Sakou. Il y en a pas. J'essaie de pas toutes les oublier parce que aïe, je vais avoir des problèmes si j'en oublie l'ensemble. Et Roxane qui est un petit peu coordonné, je crois, un peu tout ça. Ouais. Donc, ouais, ça. Shaitan Corps, Jenny Torse, comment ça va pour l'instant? Que bon, là aussi au niveau du blocage, pandémie et tout ça. Jenny Torse, je vous ai vu plusieurs fois en live. Il y a un côté qui est plus live, on va dire. Neptunium, je vais dire, même sans public, ça passe. C'est mieux avec, c'est clair. Mais je vois moins un concert de Jenny Torse sans public, personnellement. Ouais, ou alors il faudrait qu'il y ait une super projection vidéo en même temps et que ça soit limite du live sans track, quoi. Parce que moi, personnellement, comme je trouve que Jenny Torse c'est beaucoup plus cinématographique, tel côté un peu Lynch ou Ennio Morricone, mais à la sauce froide et un peu. Ouais, il faudrait, ouais, ça. Mais si ça devait être live, effectivement. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait de la vidéo, mais du coup, pour l'instant, c'est pas vraiment en pause. Mais bon, disons que comme Steph et moi, on a beaucoup d'autres projets sur lesquels on bosse, dont un en commun, enfin, Solkiad, avant, bon, c'est un peu difficile à résumer, mais c'est-à-dire que Jenny Torse, on avait du matos à sortir, mais comme ça comme ça s'écartait trop de ce qu'on faisait, on a décidé de le sortir sous un autre nom, sous un nouveau projet, toujours à deux, qui s'appelle Solkia. Et à côté de ça, on a quand même fait une nouvelle piste de 10 minutes, parce que bon, comme je regardais une interview de Christian Vander de Magma, c'est-à-dire qui disait, bah, la musique, tu décides pas de la composer, elle vient à toi quand elle vient. Donc bon, bah, à un moment donné, Jenny Torse, à un moment donné, je sais pas, j'étais à la maison, je me suis mis à faire quelque chose comme ça, c'est bon.
Et on a gardé ça, donc une piste de 10 minutes, quoi, qui est venue d'elle-même un peu, et sur laquelle on a rencardé Eugene Robinson d'Oxbow, qui finalement vient chanter tout du long de la piste. Steph aussi, mais de manière un petit peu plus, je dirais, texturée, quoi. Et c'est Marco Laguna de La Muerte qui a fait le clip à partir de ses films, enfin, de Rush de ses films. Voilà. Mais on l'a pas encore sorti parce que on s'est dit, bah, putain, enfin, franchement, c'est super chouette, quoi. Il y a une ambiance un peu western, un peu Lynch, la musique est top, la vidéo est top, voilà, le featuring d'Eugene Robinson, bah, pour nous, c'est genre merci, quoi, c'est génial. Et on s'est dit, bah, on va le garder de côté et on va peut-être essayer d'aller plus loin et de terminer peut-être un album avec lui, quoi. Vu que, enfin, ou avec d'autres intervenants. C'est vrai qu'à un moment donné, on avait pensé, on s'est dit, putain, on préfère aussi bosser une fois avec Marc Mongolito, quoi, avec qui on avait déjà bossé une fois, réinviter Kondaola, quoi, avec qui on avait déjà bossé. Voilà, on s'est dit, on ferait peut-être bien un nouvel album, et donc voilà. Donc du coup, on n'a pas encore balancé le clip et tout, donc voilà, le projet pour l'instant est un petit peu en pause, dans le sens où on est fort occupé sur nos autres projets, et mais en même temps, il y a du matos qui demande à être terminé. Et du coup, on est occupé aussi sur un projet commun, Steph, un projet de black metal, plutôt anarchiste, en fait, qui s'appelle Ouais, House. tu m'avais parlé. Voilà. Du coup, Tu on bosse m'avais aussi parlé là-dessus. il dit ça me fait marrer de faire un truc à la mentalité assez éloignée du black metal habituel. Et je pense que Ouais. ça va être. Enfin, quoi. Je veux dire, bosser avec quelqu'un. Enfin, quand je vois toi tout ce que tu fais et que je vois Steph tout ce qu'il fait aussi, c'est comme Musa. Je veux dire, il y a un nid pour l'instant à Bruxelles de personnes qui peuvent partir de tous les côtés et c'est chouette, quoi. Je veux dire, Ouais, à fond. Non, et n'empêche que pour un Socranal, moi j'en suis moins à la base, c'est-à-dire que je les ai rejoints par après, et comme ce sont tous des amis, je dis ok, je viens, ils avaient plus de bassiste, donc je dis ok, cool, je viens, quoi, parce que je voulais jouer avec mes potes. Mais voilà, du coup, ce projet, c'est plus Gabriel, qui était le frontman de Vorax Virusus, plus lui qui est à l'origine du truc, avec Steph et Thibaut qui était à la batterie. Donc voilà, ça je leur laisse un peu, enfin, on est tous partie prenante, quoi, mais euh, je me considère plus comme rejoignant une aventure. euh, voilà, et c'est cool, ouais, mais c'est bien. Parce que du coup, c'est bon, enfin, je veux dire, si je le mentionne, c'est pour dire qu'il y a pas mal encore d'autres personnes dans le paysage dont on avait peut-être plus entendu parler, et puis bon, bah, qui vont refaire surface comme ça. Il y a Lucius aussi, qui en fait partie. Bah, pour ceux qui connaissent, il bossait au Nova, avec Laurent qui était projectionniste, il a bossé au bar, au Café Central, donc beaucoup d'entre nous connaissent Lucius, quoi. Donc voilà, il fait aussi partie du projet. Et voilà. Et puis bon, bah, on est occupé. Bah, tu sais, Steph, il a d'autres projets, comme tu as dit, détruire, excuse, avancer, et d'autres que j'oublie encore. Et moi, j'ai tu la solo, deux autres projets. plus le Donc c'est dur, magasin. c'est pour dire, c'est dur. Et il a aussi. Attends, là, hop, non, de l'autre côté. Et une petite coupure. Là, ça, c'est des peintures qu'il fait maintenant. Je crois qu'on arrive plus ou moins à la. Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres projets encore que tu as envie de parler. Parce que... Ben, je peux très succinctement dire que du coup, bon, après je pense qu'à Bruxelles, enfin là autour, bon les potes ils doivent savoir quoi, mais voilà, je sors bientôt un album, un LP d'un projet solo qui est beaucoup plus expérimental et méditatif. Donc c'est à base de drone metal et de sitar. Du coup, j'étais un peu plus débutant à cette époque-là au sitar, donc mais voilà, c'était ce que c'était dans l'instant, c'était comme ça, je le sentais bien. Et enfin, moi perso, j'aime bien ce projet parce que j'aime bien, c'est rare quand on peut dire ah, j'aime bien écouter mon propre truc parce que
parce que ça me pose, enfin, ça me met dans une bonne ambiance, autant pour travailler que pour me reposer, je sais pas. Puis là, je suis en train de bosser sur un nouveau Horoscao, qui est mon autre projet solo, mais celui-là de black metal, black dead, psychédélique. Et donc là, ça sera un double album, assez costaud quand même, enfin genre 1 heure et demie de musique, avec des chansons ultra épiques et beaucoup plus longues et plus chargées que le premier album. Euh, et ensuite, il y a ce dont j'ai parlé un peu au début, un side project de quelques membres de Neptunian et HP, qui s'appellera Zar, et qui est une musique pareil, plus vaudou, plus tribal, quoi, c'est expérimental. Et puis bon, c'est le cas dont j'ai parlé tout à l'heure qui va sortir. Voilà. Là, on a fait un peu le tour, quoi. C'est un peu les C'est principes. déjà pas mal quand même. C'est clair, c'est clair. C'est très bien.